parlez pas de Rebel Moon partie 1, qui est vraiment une catastrophe Rebel Moon, partie cinématographique. Bonjour. Oh, c'est pire en pire, vraiment, il n'y a plus d'énergie. Bonjour à tous, bienvenue dans Oui ou Non, l'émission qui vous parle de cinéma. Aujourd'hui, nous sommes en janvier et c'est l'émission mensuelle. Je suis avec Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour Amélie, bonjour à tous nos spectateurs. Comment vas-tu ? Mais j'allais te poser la même question, comment vas-tu ? Moi je vais très bien. Ah bah moi je vais bien aussi. Parce qu'on est en fin janvier, qui dit fin janvier dit l'émission mensuelle de Oui ou Non. Combien de films sommes-nous allés voir ou avons-nous vu en janvier ? Beaucoup. 9, voilà. 9. Mais enfin, tous les deux cumulés, on n'a pas chacun vu les 9 films. Mais on en a vu beaucoup en commun. Oui. Enfin une partie. Une paire. Ouais, une paire. 2. Pas tant que ça, finalement. Non plus. 3. 3. Bon, pas 3. C'est pas terrible. C'est pas terrible, mais c'est pas grave. On se rattrapera la prochaine fois. Non. Et on va commencer d'ailleurs tout de suite, très rapidement. Dimitri, alors c'est un film... Alors, on a l'habitude de commencer par les retards, mais c'est un film qui est très, très, très en retard, puisque Dimitri, tu as pu voir à l'occasion de ressorties UGC un film qui est sorti en septembre, qui s'appelle Les Feuilles Mortes. Oui, j'ai pu le voir justement, comme tu as dit, à l'occasion d'une ressortie. Alors, Les Feuilles Mortes, qu'est-ce donc comme film ? C'est un film danois, je crois, ou norvégien, ou suédois. Je ne peux pas t'aider sur ce coup-là. Alors, l'un des trois, en tout cas, c'est un film un peu surréaliste d'une romance entre une personne qui vient de perdre son travail dans le secteur de la grande distribution et une personne qui est alcoolique et qui travaille sur un chantier et qui se fait virer à cause de son alcoolisme. Et c'est une romance entre ces deux un peu personnes tristes et pas très bien insérées dans la société qui va commencer. Et ils vont tous les deux, avoir des difficultés à s'entendre et à être l'un avec l'autre en raison justement de ces difficultés. Je ne vais pas plus gâcher le film que ça. C'est un très bon synopsis. Je dirais juste que le film est très satisfaisant à voir pour moi qui aime bien les histoires romantiques ou d'amour. Le film est vraiment sympathique, tout en étant aussi pas... Le film est sympathique dans le sens où il montre des personnages qui sont vraiment vivants et vivent des choses dures, pas faciles, qui pourraient arriver à tout le monde. Donc c'est très facile de s'immerger dedans si on a un petit peu d'empathie. Et le film est pas plat dans le sens, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Le film nous montre vraiment les personnages dans des situations précises. Ça se passe à Helsinki, donc si tu sais où c'est que c'est Helsinki. Je suis nulle en géographie, c'est le moment de vous l'avouer. Bon, dommage. C'était peut-être un moyen de rattraper moi pour nos audio-spectateurs, nos auditeurs. J'avais du mal. Les auditeurs, ça sera leur petit nom maintenant. Nos auditeurs deviner bien le film. Et le film est très beau, la musique est super sympa, assez même pour que je sois allé voir un groupe norvégien, suédois ou troisième réponse, danois. Finlandais. C'est bon. Bon, c'était aucune des trois propositions, donc assez pour que j'aille voir un groupe finlandais. Les musiques sont sympas, la manière de filmer est assez sympa, même si dans le fond assez banal. Et l'histoire est cool. D'accord, donc Dimitri, est-ce que oui ou non, Les Feuilles Mortes ? Oui, je pense. D'accord. Eh bien, vous ne pourrez pas le retrouver au cinéma puisqu'il est sorti en septembre, on le rappelle. En effet, vous pouvez le trouver probablement en DVD ou en streaming ou en téléchargement. Ou en ressortie UGC. Ou en ressortie UGC, je sais pas. Il y en a à nouveau une. Peut-être. Ce qui est peut-être peu probable. Et en parlant de ressortie, ça n'a absolument rien à voir puisque je vais vous parler de Migration, un film qui est sorti le 6 décembre. Donc, bon retard là pour janvier. Un film de Benjamin René et de Guillaume Sy. Alors, c'est une histoire... C'est un film d'animation, c'est l'histoire d'une famille canard qui va découvrir les joies de la migration, enfin les joies multiples, variées et diverses, les joies dans le sens négatif ainsi que dans le sens positif. Et c'est un film très très mignon. C'est super choupi. C'est dynamique, c'est drôle. Les personnages sont un petit peu clichés qu'on rencontre dans les films d'animation de base. C'est quand même pour les petits. Donc c'est un film d'animation qui se... Oui, il ne perd pas de vue son public cible. Voilà, mais c'est déjà pour les petits, c'est idéal.
Ça peut vraiment un bon moment à passer en famille, si vous aimez bien les enfants qui gueulent dans les salles de cinéma. Expérience véridique. Voilà, bah oui, évidemment. Mais franchement, c'est un film qui marche, qui est drôle, mais vraiment très drôle à certains moments, et c'est un bon moment à passer. J'ai une phrase pour ce film. Alors, c'est quoi un canard à l'orange? C'est toi, mais avec des oranges. Voilà, bon, c'est moi, ça me fait trop rire, ce genre de truc. Sachant que les protagonistes sont des canards. Exactement. C'est parfait. Voilà, donc est-ce que oui ou non, migration? Bah oui. Oui, parce que ça fait pas de mal à un canard. Ce n'est pas ça la phrase, c'est ça, casse pas trop pattes à un canard. Oui, normalement, c'est ça. Il est encore dans certains cinémas d'ailleurs, parce qu'il y a eu très peu de sorties en janvier dues aux grèves multiples et variées aux États-Unis. Donc il y a des films qui sont restés à l'affiche et qui sont encore à l'affiche depuis début décembre d'ailleurs. Je parle aussi de Wonka par exemple, qui est toujours à l'affiche. Et Migration l'est toujours aussi, sûrement le dimanche matin pour les enfants. Voilà. Un film qui est toujours à l'affiche également, à l'affiche internet de streaming, Saltburn sur Amazon, le film événement de TikTok, puisqu'il a été, comme le consentement en octobre, victime, non pas victime, mais l'objet d'une trend. Donc des gens se filmaient avant d'avoir vu le film, après avoir vu le film, et pendant certaines scènes qui ont fait le tour de la toile. J'étais curieuse. On m'a vendu le film comme une sorte de romance croustillante. J'avais un petit peu la flemme quand même, je vous avoue, et j'ai pas été déçue parce que j'ai adoré le film. C'était pas du tout une romance croustillante, mais bien un film psychologique hardcore, et c'était très fun à regarder parce qu'il y avait. Enfin, je peux pas vous expliquer l'histoire en fait. C'est l'histoire d'un type qui est étudiant à Oxford et qui n'a pas les moyens, qui a très peu de moyens, et qui va rencontrer de loin puis se rapprocher d'un type très populaire, très riche, et l'amitié va se créer entre eux, et il va être invité par la famille à passer l'été dans un manoir, et tout ne se passera pas comme prévu. Donc la direction artistique, elle est vraiment très très chouette, parce que déjà on a une image qui est presque carrée, mais ça part pas dans le original pour faire original. Il y a vraiment toute une suite de gestion artistique, de choix qui font qu'il y a vraiment une atmosphère vraiment très très sympa. Et la première partie du film, elle est super bien réalisée. Malheureusement, j'ai mis un petit bémol, le dénouement, ça reste un petit peu flou, il y a tout qui se mélange, même si on comprend quand même bien ce qui se passe, hein. Et gros point positif pour mon âme de metteur en scène, comédienne, il y a vraiment l'approche de certaines scènes qui sont presque théâtrales, avec des éclairages mais surréalistes et tout. Franchement, c'est vraiment... ça rend un ensemble étrange et agréable et en même temps terrifiant, et ça colle super bien à l'image du film. Voilà, et j'ai une phrase mais à rallonge pour ce film. Alors... Vas-y. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise, n'est-ce pas? Vous le savez déjà. Vous ne faites que tourner la manivelle d'un diable à ressort. Vous avancez vers la fin du monde, sachant que d'une seconde à l'autre, le sol va se dérober sous vos pieds. Voilà. Est-ce que oui ou non, Saltburn? Je dirais oui. Franchement, si vous avez l'occasion de le regarder, regardez-le. Dites-nous en commentaire vos avis, ça nous intéresse. Est-ce que c'est un film qui a fait parler de lui beaucoup sur les réseaux sociaux? Peut-être pas au départ pour la bonne raison, mais qui finalement permet à des gens, par exemple moi, de regarder ce film qui est vraiment un bon film. Voilà. Bon, j'enchaîne, Dimitri, parce que tu n'es pas dans mes retards. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, 27 décembre est une grande date pour nous ce mois de janvier, puisque nous avons vu 3 films qui sont sortis le 27 décembre. Je commence avec Une affaire d'honneur de Vincent Pérez, un film de duel à l'épée, français. Je vais pas en dire plus parce que vraiment c'est ça le synopsis. Une question, est-ce que tu penses qu'il surfe un peu sur la vague lancée avec les 3 mousquetaires, et il se dit bon bah visiblement les films d'épée ça a l'air un petit peu de revenir, est-ce qu'on va pas profiter pour en faire un? Alors fun fact, je fais moi-même de l'escrime artistique, donc j'entre un peu dans ce milieu de combat à l'épée, et mon maître d'armes connaît
le réalisateur, et ça fait apparemment des années et des années et des années qu'ils avaient ce projet en tête de faire ce film-là, Une affaire d'honneur. Et donc, je suis pas sûre que ce soit dans la vague des Trois Mousquetaires, mais en tout cas, ça tombe en même temps. Ok, c'est juste une coïncidence. Je ne boude pas mon plaisir parce que j'adore les films où il y a des combats à l'épée. Et on avait adoré les Trois Mousquetaires de toute façon. Les deux. Le film, il est un peu passé inaperçu malheureusement. Il remplit à fond son contrat. Il y a des combats à l'épée, donc ça se passe au 19e ou 20e siècle, où il y avait le duel qui était bien ancré culturellement en France. Et il y a une volonté énorme de vraisemblance historique qui est frappante dans le film. Et en plus, vu que c'est filmé par des gens qui s'y connaissent vraiment, les combats sont très bien filmés. Donc en fait, on voit toute la technique des escrimeurs. Et ça, c'est ultra important quand tu vas voir un film comme ça, parce que t'as pas envie de voir de l'effet spécial, t'as pas envie de voir du trop gros, mais justement, c'est tellement frappant de vraisemblance historique que c'est génial, en fait, parce que on sait pas ce qui va venir, mais en même temps, on voit qu'il y a une sorte de fluidité dans les gestes, et franchement c'est très bien. Seul point négatif que j'ai à noter, il y a une petite amourette entre deux personnages, dont une femme qui se considère et qui se vante d'être une femme très libre et très indépendante. Donc je trouve ça dommage en fait d'avoir rattaché une petite histoire d'amour à ce personnage-là, surtout qu'en fait l'histoire ne mène à rien, donc pas nécessaire pour moi. J'ai une phrase pour ce film: l'offensé reste un offensé, peu importe son sexe. Voilà, bim. Est-ce que oui ou non, Une affaire d'honneur? Oui, franchement, très fun à regarder. Puis c'est pas très long. Dimitri, je vais... je sais pas, 1h... attendez, je vous dis. Ah, ok. 1h41. Ouah, ça va. Moi, j'aime bien le film qui dure 1h40. C'est marrant parce que c'est la même durée que Dream Scenario. Et justement, Dream Scenario, tu enchaînes très bien, Dimitri, parce que c'est le film dont tu vas nous parler qui est sorti également un 27 décembre. En effet, un film avec Nicolas Cage dans le rôle principal, et qui est d'ailleurs aussi un des producteurs. Je ne sais pas qui est le réalisateur, tu avais peut-être prévu l'affiche. Christopher Borgli. Borgli? Ouais. Ok, très bien. Et donc, Dream Scenario, bon, je m'y mets. Dream Scenario raconte l'histoire d'un personnage qui est professeur à l'université, et seulement prof, mais il ne publie pas. Ce professeur est un petit peu, comment dire, pas forcément un but de lui-même, mais il se voit pas forcément comme de la merde, et il aime bien être mis en avant. Et la chose importante qui va se produire dans le film, et qui fait que l'histoire est peut-être, elle, digne d'être racontée, c'est que tout d'un coup, il y aura une espèce de phénomène autour de ce professeur où les gens vont se mettre à rêver de lui. Et il va pouvoir un peu assouvir ou donner du grain à moudre à sa prétention d'être quelqu'un d'important, parce que du coup, les médias vont lui accorder beaucoup d'attention, et le monde va lui accorder beaucoup d'attention, et c'est ce qu'il recherchait. Je pense pas gâcher le film en vous parlant du dénouement, entre guillemets, bien que on puisse pas réellement parler d'un dénouement. C'est pas il se passe ça et à la fin t'apprends d'un coup boum pourquoi. En fait, c'est il se passe ça, on n'apprendra jamais réellement pour quelle raison, ou enfin pas des raisons précises, en tout cas je vous ne les dirai pas. De manière générale, j'ai l'impression que ça raconte l'histoire un peu d'une déception. Je sais pas comment dire, mais vraiment le film, l'histoire d'une déception, c'était un personnage qui a des attentes et qui, en étant accroché à ses attentes et en voulant rien lâcher, va tomber dans une spirale vicieuse, dans un cercle vicieux qui va, l'amener petit à petit au plus bas. Et le film, dans le fond, est assez... Et il n'est pas facile, il n'est pas simple. C'est presque de l'horreur psychologique. Bon, light, c'est pas vraiment un film d'horreur. Parce que vu la bande-annonce, ça avait pas l'air... Non, mais la bande-annonce se vend comme un film un petit peu horreur psychologique, thriller peut-être, mais c'est pas un film d'horreur. Mais ce qui arrive au personnage, en fait, il devient quand même vachement frappant si on est dans le film. Et j'aurais tendance à juste donner ce défaut, ou accorder ce défaut au film, qui est que... on n'a pas spécialement envie de s'intéresser au personnage au final. C'est triste parce que Nicolas Cage,
Ok, bon, Nicolas Cage, j'avoue, j'ai pas vu des kilos et des kilos de films de Nicolas Cage. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vu dans un film où, pendant 1h40, il ne prononce pas un mot, qui s'appelle Willy's Wonderland. Ce film est très drôle, mais je me dis, ouais, ok, c'est bon. Si c'est juste un acteur qu'on met là en disant en mode, bon, t'as pas besoin de parler, hein, fais juste tes actions. Bon, bah là, parler est extrêmement intéressant, et le personnage ne donne pas envie qu'on le suive réellement. Et au final, on peut être tenté de se dire, ah bon, au final, il mérite ce qui lui arrive, c'était quand même un connard. Alors que je pense que le film ne voulait pas spécialement qu'on soit au final en mode, ouais, bon, bah, il mérite ce qui lui arrive, c'est quand même un connard. Comme réaction. Bon, tout ça pour dire que c'est un film assez fouillis et bien plus dense que ce que le scénario, comment on appelle ça, la bande-annonce voulait faire croire. C'est d'ailleurs pour ça que le film m'a assez surpris. Personnellement, alors, filmé, il est sympa. L'histoire est, dans le fond, assez surprenante, notamment à cause du tournant qu'il prend au milieu du film. Et ouais, je pense que j'ai bien aimé le film. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un film sympathique. Ok, donc est-ce que oui ou non, Dream Scénario? Là, c'est un petit peu plus dur. Si on doit trancher, si on doit trancher de manière binaire. C'est tout le principe de l'émission quand même. Oui, voilà. J'aurais tendance à dire oui, mais ce sera un petit oui. Ok. Eh bien, un petit oui, contrairement à moi, parce que je vais vous présenter mon coup de cœur du mois de janvier, qui est un film qui est sorti en décembre également, le 27 décembre. Est-ce que tu as une idée, Dimitri? Non. Eh bien, moi non plus, je n'avais pas d'idée avant d'aller le voir, parce qu'il s'agit de Vermine, oui. de Sébastien Vanitschek, et donc sorti le 27 décembre, film français. Film français avec des grosses bébêtes velues avec 8 pattes. Araignée. Exactement. Je suis arachnophobe, personnellement. Et j'y suis allée avec un très bon ami qui est également arachnophobe. Comment vous dire qu'on a passé un très mauvais moment devant le film. Alors, c'est l'histoire de... Comment expliquer même c'est l'histoire d'un jeune homme qui habite dans un quartier de banlieue parisienne, dans une cité, et qui achète un peu au trafic une araignée du désert qui va malencontreusement se sauver de sa boîte à chaussures et peupler l'immeuble au fur et à mesure d'une... En fait, c'est une araignée, oui, qu'on présente comme mortelle, dont le venin est mortel, et donc qui va être... voilà. J'ai appris après avoir vu le film, et ça, heureusement, que le tournage avait été fait avec de vraies araignées. Heureusement que je ne l'ai pas su avant. J'ai passé un très mauvais moment, je l'ai dit juste avant, mais c'était un excellent film. Donc, objectivement parlant, même si j'ai été terrifiée pendant la majorité du film, et vraiment à un point où j'étais vraiment mal, on voit qu'il y a du travail, on voit qu'il y a du budget qui est utilisé intelligemment, parce qu'ils n'avaient pas non plus des milliers des cents. Il y a des effets qui sont extrêmement bien faits, il n'y en a pas trop, et ça joue beaucoup du coup sur le côté attente. Est-ce qu'il va se passer quelque chose maintenant ou après? Il y a aussi un double sens avec Vermine, évidemment, on parle des araignées, on parle aussi des gens qui habitent dans les cités. Ça marche très bien, c'est un peu politique, mais sans jugement, sans prendre parti, c'est vraiment juste exposé, et ça, c'est super bien, c'est très intelligent. Si c'est sans jugement, est-ce que c'est pas un peu vide? Non, franchement, c'est super bien fait, c'est juste une intrigue, une sous-intrigue politique, en fait, qui justement donne du relief à toute l'intrigue principale des araignées. Et alors en plus, il y a un générique au tout début qui est vraiment super bien fait. C'est un peu genre Exorciste, et ça te met dans l'ambiance, quoi, directement. Tu dis, ok, là, on va pas rigoler. Il y a des codes de l'horreur qui sont respectés sans tomber dans le too much, justement. Les comédiens, ils sont vraiment très, très bons. Et j'ai appris aussi qu'il y avait des comédiens qui étaient arachnophobes et qui ne le sont plus maintenant. Voilà, donc... Pas mal. Donc, visiblement, on peut vraiment faire une cure d'araignée. Apparemment. Je ne testerai pas tout de suite. Bah, j'allais dire à quand, mais... Bon. Ah ouais, non, peut-être pas. Non, là, allez, non. Parce que là, t'as peur, mais une fois que tu fais ta cure, t'as plus peur. Ouais, non, mais non. Voilà, bref. Donc, les effets sont terrifiants et ils sont pas cheap du tout, mais vraiment pas du tout. Voilà, tout est réuni pour faire une intrigue horrifique et un petit peu politique, comme je le disais avant, avec des grosses bébêtes qui font peur. J'ai une phrase. C'était pas une petite araignée? Elles deviennent grosses. Elles deviennent très grosses. J'ai une phrase.
Ah oui, donc alors la scène pour ceux qui l'ont vu, la scène de la salle de bain est excellente et il y a une phrase donc tape dessus bébé s'il te plaît. Voilà, pour tuer l'araignée. Évidemment, si on entend une, il y en a 25 000 autres qui arrivent. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc, est-ce que oui ou non, Vermine? Oui, évidemment, oui, un grand oui. C'est mon coup de cœur du mois. Voilà. Petit film qu'on a vu tous les deux, Dimitri. Ah, pauvre créature. Et non, c'est Priscilla. Priscilla. Bon, je pensais qu'on gardait le meilleur pour la fin. Ah non, mais je fais par ordre chronologique. Priscilla est sortie le 3 janvier. On arrive enfin dans les films qu'on a pu voir pour le mois de janvier. Et Priscilla de Sofia Coppola. Oui, j'adore cette réalisatrice, mais je promets de ne pas en faire des caisses. Est-ce que je peux résumer très simplement l'intrigue? Oui, vas-y. C'est l'histoire de Priscilla, la femme d'Elvis. Donc ça veut dire que tu définis la femme par son mari. Ok, très bien, super. Allez, voilà, mais non, mais c'est l'histoire de leur relation, de leur rencontre à leur séparation. Oui, voilà. C'est exactement ça le film. Est-ce que tu veux d'abord donner ton avis Comme tu veux. Bah, je peux te donner le mien en premier. Ok, vas-y, comme ça, tu peux rebondir. Je sais que tu aimes bien rebondir. Alors. J'adore les trampolines. Exactement. Alors déjà, on en a discuté déjà hors antenne. On est d'accord que vraiment la direction artistique, les images, la musique, les acteurs, ils sont exceptionnels. C'est un film où il y a des plans qui te foutent des claques comme ça, sans que tu t'en rendes compte. Tac, tac. Ah, le plan, il est magnifique. Waouh. D'ailleurs, vraiment, il y a plein de fois où je t'ai dit pendant le film, le plan là, il est trop beau. Oui. Voilà, je suis intenable dans les cinémas. Ne venez pas avec moi. Des scènes choquantes qui montrent sans fioriture la réalité des relations toxiques. Et le film est très intelligent parce qu'on va montrer on utilise la figure de l'homme avant celle du chanteur. C'est compréhensible. En fait, c'est un homme toxique avant d'être Elvis Presley, le chanteur, etc. Et c'est super intelligent parce qu'en fait, on est dans l'intimité justement de ce couple. Et voilà, et ça n'empêche pas qu'il y a des scènes qui sont assez choquantes. Et on arrive à comprendre son comportement toxique à Elvis, on comprend d'où ça vient, mais il n'y a pas d'excuse en fait, on ne l'excuse pas dans le film, pas du tout. Et ça, c'est très important aussi de ne pas excuser ce genre de comportement. Et moi, alors, sans rien dévoiler, j'ai trouvé que la fin était super belle. C'est un véritable message d'espoir, très beau. Et j'ai été émue sans que je m'en rende compte. Voilà. À la fin, je me suis dit, ah tiens, c'est la fin, j'ai envie de pleurer. C'est super beau. C'était une tristesse sournoise. Exactement, et vraiment, mais sans m'en rendre compte, l'émotion, elle est venue là, alors que ça allait, quoi, tout le film, et juste à la fin, je me dis, waouh, quand même, waouh. Bah écoute, personnellement, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Bon, après, je rajouterai du coup la dimension personnelle de j'aime beaucoup Sofia Coppola et c'est une réussite au niveau. Alors, vraiment, la bande-son de tous ces films sont excellents et celui-là n'échappe pas à la règle. Vraiment, comment dire, bande-son des films, la bande-son est composée de chansons qui font très années 70, ensuite 80. En fait, la musique évolue en même temps avec l'époque des personnages. Je crois que je me suis planté par rapport à 80. Mais bref, on comprend plutôt 60 puis 70 en termes de musique. Comme tu as dit, la composition des plans est excellente. On se prend vraiment des claques. Tu l'as dit, mais je suis obligé de le répéter. Répète. Non, mais vraiment avec des plans qui durent assez pour qu'on comprenne ce qui se passe au moment. En fait, les plans sont vraiment des pivots de l'histoire et on peut pas juste se dire, on peut pas facilement résumer l'histoire en disant c'est comment dire. On peut facilement en fait résumer l'histoire en disant c'est l'histoire de Priscilla et de la relation entre Priscilla et Elvis Presley. Mais en fait, le film là prend toute cette dimension de film très au sérieux et nous montre vraiment par l'image toutes les émotions, est-ce qu'on doit ressentir, est-ce que le personnage ressent, est-ce qui se passe. Et c'est à mon avis, c'est un tour de force. Ouais, je te coupe, mais parce que en fait, ce genre de film, on voit que la réalisatrice, elle gère de fou son sujet. Il y a rien qui est laissé au hasard dans les plans. Et il y a tout qui est analysable. Et ça, c'est génial parce qu'on prend n'importe quel plan d'une scène, on arrive à faire correspondre les couleurs, la partie du plan qu'il utilise et où se tient le personnage. Enfin, il y a rien qui est laissé au hasard. Et ça, c'est vraiment de l'or. Une maestria. En tout cas, Sofia Coppola. Est-ce qu'elle signe son magnum opus ? Non. Mais en tout cas, un chef-d'œuvre, oui.
Ça, elle le signe. Bah, en plus, moi. elle a réussi. Parce que moi, j'avais un petit peu peur parce que c'est quand même l'histoire de Priscilla Presley. D'après le livre de Priscilla Presley elle-même, et il me semble qu'elle a fait partie aussi elle est productrice. des producteurs, exactement. Oui. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ça serait pas trop orienté du côté donc de cette femme-là? Oui. Mais en fait, non, pas du tout, parce qu'il n'y a rien qui est excusé de son côté non plus, de sa rencontre quand elle a 14 ans avec Elvis. Enfin, il n'y a rien qui est éludé, donc ça, c'est vraiment bien. J'avais vraiment peur qu'il y ait prise de parti, alors que, évidemment, il y a prise de parti parce qu'on est de son côté, mais il n'y a pas de trucs qui sont cachés, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Moi, j'aurais tendance à dire que le film est honnête sur ce qui se passe et il ne tombe pas dans une espèce de misérabilisme plan-plan de « Oh là là, la pauvre Priscilla, elle s'est faite maltraiter par le méchant et grand Elvis ». Tu vois, c'est vraiment... ils se sont rencontrés enfants dans une situation particulière. Enfin, enfant, il avait 10 ans de plus qu'elle quand même. Non, mais je veux dire, jeunes, ils se rencontraient très jeunes, mais quand une a 14 ans et l'autre 24 ans. Et comment dire... Et là, le contexte de leur rencontre et de pourquoi ils tombent amoureux, c'est ils sont tous les deux loin de chez eux. Il y a ce côté... ce rapprochement qui se fait, oui. Et puis tout le long, on les suit dans l'intime, justement, et c'est ça qui marche beaucoup. Oui, voilà. Juste pour vite fait raconter le début de la rencontre sans spoiler le film, c'est parce que Elvis était militaire en Allemagne et le père de Priscilla était un militaire américain qui s'occupait d'une base militaire en Allemagne. Et ils se sont rencontrés dans ce contexte-là, loin avec tous les deux qui ont le mal du pays, mais qui ont des choses à se dire sur le pays qu'ils connaissent parce qu'ils viennent tous les deux du Texas. Et voilà, ils se rapprochent comme ça. On comprend pourquoi ils se rapprochent, mais on comprend aussi pourquoi ça ne fonctionne pas forcément, notamment à cause des défauts d'Elvis, mais aussi pendant un bon moment, la passivité de Priscilla. Et le film n'essaie pas de nous dire non, mais de toute façon, Priscilla, c'était la pauvre, parce qu'elle est aussi dedans. Mais le film ne nous dit pas non, mais aussi, c'est de la faute de Priscilla, elle avait qu'à sortir. Parce que le monde filme que c'est bien. Le film c'est bien plus compliqué que ça. C'est bien plus complexe que ça. Qu'elle peut pas justement partir alors que, enfin, à un moment on le voit totalement, elle est totalement soumise à lui alors que elle dit même qu'elle veut partir. Elle a cette phrase: je quitte notre mariage pour vivre ma vie, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'ailleurs, en parlant de phrases, j'ai une phrase pour toi, une phrase pour moi parce que. Parfait. Alors j'ai le fameux démonstration de relations toxiques, c'est moi ou ta carrière, bébé. Quand j'appelle, je veux que tu sois là pour répondre. C'est la phrase pour moi ou pour toi? Je sais pas, peu importe. Ok. J'ai une autre phrase beaucoup plus drôle. Le Seigneur est avec vous et avec vos hanches. Voilà, une bonne sœur qui dit ça, c'est très drôle. Voilà. Dimitri, est-ce que oui ou non, Priscilla? Oui, totalement. Et toi, Amélie, oui ou non, Priscilla? Ouais. De Sofia Coppola. De toute façon, c'était ton coup de cœur du mois. Oui, clairement, on peut le dire. moi, oui, en l'occurrence. J'ai attendu ce film depuis que je sais qu'il devait sortir. Je l'ai vu, j'étais extrêmement heureux. Je l'ai revu, j'étais toujours aussi heureux. C'est vrai que tu l'as vu 2 fois. Au ciné. Ouais, ça valait le coup. Évidemment. Ok, alors je vais vous parler maintenant d'un film qui est toujours en dispo parce qu'il est sur Netflix, que Dimitri n'a pas vu, malgré mes encouragements nombreux. Le Cercle des Neiges, de Juan Antonio Bayona, sorti le 4 janvier. Oh, super tôt, super récent. 4 janvier, voilà. Oui. C'est le film qui retrace la véritable histoire des joueurs de l'équipe de rugby d'Uruguay en 72, quand ils se crachent dans la cordillère des Andes. Quand ils devaient partir en vacances et ils se sont crachés dans les montagnes. Évidemment, univers hostile à la survie. Et c'est une histoire que sûrement beaucoup connaissent. Il y a déjà eu un livre qui a été écrit, il y a eu un premier film qui était sorti. Et là, c'est donc une adaptation qui a été présentée à la Mostra de Venise. Et bon, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur le synopsis. C'est un film qui est bouleversant. Déjà parce que j'ai appris que ça avait été réalisé avec l'aide des survivants. Donc un petit coup en plus, voilà, en mode tiens, prends-toi ça. Des images terrifiantes, très choquantes, parce qu'en fait, les plans n'éludent pas ce qui se passe. Et donc on voit vraiment tout. Il y a de la violence. Et c'est énorme, rien que le crash d'avion où on voit les sièges qui se ratatinent les uns sur les autres, c'est d'une violence inouïe. Il n'y a rien qui est caché, il n'y a rien qui est suggéré. En fait, on voit tout. Et en fait, il n'y a pas de too much dans les effets. Donc, ça fait vraiment un ensemble très réaliste. Je parle aussi des costumes, des accessoires, parce que ces jeunes-là, parce qu'ils avaient tous la vingtaine, quoi,
c'était pas très vieux, ils ont fini par manger les personnes qui étaient décédées. Pas cool. Pour survivre. Et il y en a quand même qui ont survécu. Hein. Oui. Et ils ont rejoué au rugby après ? J'en ai aucune idée. Franchement, je sais pas. Ça veut dire que le film ne répond pas parce que c'est des joueurs de rugby et est-ce qu'ils finissent joueurs de rugby ? Je sais pas, mais en tout cas, ils étaient avant de se cracher. Et en tout cas, donc l'absence des gros effets, vraiment, ça fait un film très réaliste. Et c'est pas un secret du tout. On prend le récit du point de vue de ceux qui ne survivent pas. Et on le sait pas tout de suite. Et ça, c'est très poignant. Voilà, j'ai vraiment pleuré pendant 2h30. C'était très dur pour moi. J'ai des images dans la tête assez fortes. C'est un très, très beau film. Et en fait, c'est une émotion qui est désarmante qu'on a quand on regarde dans ce film. Et je pense que c'est ça qui fait un bon film catastrophe. Et en plus, j'ai aussi appris, après avoir vu le film, que les acteurs avaient donc eu des conditions de tournage très dures, très difficiles, et en plus avaient également arrêté de manger pendant le tournage, suivi par une nutritionniste, pour justement qu'on voit ce décharnement, cette maigreur pour faire réaliste. Et ça, c'est à la fois un point à souligner de la part des acteurs de cet engagement dans leur métier, mais c'est très impressionnant. J'allais dire wow pour les acteurs, mais quand même, c'est pas un peu exagéré que le réalisateur il veuille faire son délire en disant bon, maintenant, vous allez simuler le fait des gens qui meurent de faim. Ils ont dit oui, je pense. Mais après, je crois qu'il y a le making-of qui est sorti sur Netflix il y a quelques jours. J'ai pas encore regardé, mais peut-être que ça vaut le coup. Ah, mais Making of, c'est pas aussi le film dont on va parler juste après que tu nous aies dit oui ou non. Je vais dire la phrase aussi. C'est vrai, il y a une phrase. C'est vrai que toi, tu fais ton travail contrairement à moi. C'est vrai, moi je fais des... Alors, Tintin s'entête à vouloir faire des photos, comme s'il collectionnait les souvenirs d'un voyage qui aurait une date de retour. Je me demande pour qui seront ces images. Pour nous, moi je ne les verrai jamais. Parce qu'en fait, pendant toute une partie du film, on a une voix off qui est très présente, celle de Nouma, donc un des garçons qui fait partie du voyage. Du coup, c'est une voix in. Ok, pardon. Ouais, merci Dimitri de cette intervention. Et c'est marquant. Il y a des moments où je me suis demandé est-ce que ça fait pas trop cheap, parce qu'en fait, il y a quand on voit un corps quelqu'un qui meurt, ou quand un corps est découvert, parce qu'au crash, il y a des corps qui se sont fait expulser de l'avion. Et donc ils vont mourir d'un crash d'avion. Ok, j'arrête. Et qui vont du coup être redécouverts après. Et en fait, sur l'écran, en tout petit, blanc sur blanc presque, parce que c'est des décors de montagne, de neige, il y a le nom, l'âge de la véritable personne qui est décédée. Ça, à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est pas trop cheap? Mais en fait, non, c'est juste très beau. Voilà, donc est-ce que oui ou non, le cercle des neiges? Oui, regardez-le, franchement. Vous allez pleurer, mais ça en vaut la peine. Et oui, making of. Voilà. Le making of, le dernier film de Cédric Kahn. Tu veux Moi j'ai envie de faire le synopsis encore, parce que j'ai de l'inspi pour les synopsis. Si t'as l'inspi pour le synopsis, éclate-toi. Alors, making of, comme son nom l'indique, est le film d'un film dans un film. C'est pas super clair, mais disons que c'est le film de gens qui filment des films. Exact, on est sur un tournage d'un film politique sur des ouvriers qui reprennent une usine en étant en grève, et on suit le réalisateur joué par Denis Podalides, qui est un peu dépassé par les événements, avec sa star qui fait la star. Dire un peu vieux. Non, avec sa star qui fait la star, son premier réalisateur de making of, fils d'eux, on sait pas qui, mais en tout cas qui est inutile. Donc en fait, on le remplace par un autre qui a une volonté de développer son don cinématographique. Oui. Et voilà, et on suit son ce producteur bateau. Aussi. Son producteur qui se barre sans avoir donné les sous pour finir le film. Enfin bref, un bateau à la dérive, et on va suivre ça. Voilà. Dimitri, ton avis peut-être? Je pense que le film il est sympa. C'est un film surtout humoristique à mon avis. Il n'a pas vraiment de soutien social, ou c'est pas c'est pas un film à thèse en tout cas. C'est plutôt un film pour passer un bon moment. Et je pense qu'il y a pas mal de fois où des blagues touchent correctement. Mais il y a des blagues qui font vraiment mouche, et d'autres par contre des fois qui passent un peu à côté. La réalisation, je la trouve assez banale dans le fond. C'est pas très gentil, mais j'ai l'impression que c'est vrai. Le film est juste là pour faire ses blagues dans son petit milieu, et après voilà quoi, il continue. C'est pas un film qui a prévu de révolutionner le cinéma ou de faire des plans vachement intéressants, de temps en temps touchants, mais sans plus quoi. Après la bande son est pas folle. J'ai pas noté de trucs
de fou. En tout cas, je m'en souviens plus si j'ai noté, mais il me semble pas. Et je pense que c'est tout ce que j'aurais à te dire. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter? Bon, je pense que oui. Alors en fait, quand on est sorti de la séance, c'est vrai que j'avais un petit peu un goût amer de ce film parce que c'est un film qui est vraiment long pour le coup. Enfin, Oui, il fait 2 heures et on pense... Enfin, ça a duré longtemps, quoi. Et finalement, en y repensant, après, je me suis dit que finalement, j'ai plutôt apprécié le film parce que c'est une critique du cinéma sans entrer dans le polémique. En plus, il y a des blagues qui sont quand même assez drôles, je trouve, même si on n'est pas non plus hilar. Voilà, ah ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'elles sont quand même assez intelligentes et assez recherchées, justement. Et rien que la blague du fils d'eux, je trouve que déjà, ça dénote pas mal de trucs par rapport au monde du cinéma. Comme quoi, on est tous pistonnés, enfin, ils sont tous pistonnés, etc. Ce qui n'est pas forcément faux. Et c'est justement là où que ça marche bien parce que ça critique avec humour. Et je trouve que ça, c'est intéressant. En plus, on voit un peu les coulisses du cinéma avec je pense notamment au moment où on apprend aux techniciens qui vont peut-être finir le film sans être payés. Ce qui apparemment arrive plus souvent qu'on ne le pense dans le monde du cinéma. Voilà. Et j'ai trouvé Denis Podalides vraiment très très bon en réalisateur d'un tournage qui part à la dérive pour le coup. Non, les acteurs sont bons, ça c'est vrai. Et par contre, les longueurs, quoi, ça ternit un peu l'ensemble. Et ça, c'est dommage. Comme les sous-intrigues amoureuses, donc il y en a 2, qui servent pas à grand-chose, je trouve, et qui, du coup, font partir un peu dans tous les sens. Mais un peu comme dans tous les sens, comme le tournage, finalement, qui se déroule, quoi. Après, au niveau des plans, je les ai pas tous trouvés banals. Il y en a pas mal où ça part sur des panoramiques, donc un peu comme au théâtre, on pourrait regarder de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, une action qui se déroule, quoi, sur une scène. Voilà, en fait, je trouvais un peu théâtral la façon de réaliser. Je suis assez d'accord, mais du coup, moi, ça partirait peut-être un peu dans les défauts dans la mesure où on est au cinéma. Mais après, c'est pas forcément un défaut, tu vois. C'est une manière de réaliser, comme c'est aussi un film de la comédie française. Faut dire, le théâtre, s'y connaissent un peu mieux. Enfin, c'est pas comédie française, il y a juste Denis Podalides qui est sociétaire de la comédie française, mais il est pas que sur des bons films non plus. Hein. J'ai vu des films un peu mauvais avec lui aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai une phrase pour ce film. Oh, vas-y. Une phrase très sérieuse. Je porte mon projet comme un fardeau et je me sens souvent seule. Cette solitude, je l'accepte. Alors, Dimitri, est-ce que oui ou non, making of? Wow, c'est une question dure. Est-ce que je peux pas te la poser en premier ou est-ce que je suis obligé d'y répondre? Non. Ok. Allez, non, making of. Et toi, Amélie, du coup, est-ce que oui ou non, making of? Bah oui. Avec le recul, oui. Je t'aurais pas dit oui directement après la séance, mais oui maintenant. Je comprends. Et notre dernier film, et pas des moindres, sorti le 17 janvier, film de Lanthimos, Pauvre créature. Comment est-ce qu'on peut résumer ce film? Ce film. Si tu veux, je peux m'y lancer. Hein. Vas-y, rapidement. Ok. C'est l'histoire d'une personne qui a un corps d'adulte mais un cerveau d'enfant, qui va petit à petit découvrir soi-même et le monde jusqu'à avoir sa place dans ce monde. Exactement, et cette personne, c'est Bella Baxter. Bella Baxter, ou Emma Stone, quand on ne se souvient pas des prénoms des gens, mais qu'on se souvient des prénoms des acteurs. Bella, voilà, elle s'appelle Bella. Bella. Est-ce que j'ai le droit de juste dire que j'ai pas aimé ou faut que je sois un peu plus constructif que ça? T'as le droit de juste dire que t'as pas aimé si tu veux. Après, je peux être un petit peu plus constructif que ça quand même, en disant que j'ai pas aimé parce que je pense que le film... Et vraiment, c'est cette raison-là qui me fait ne pas aimer le film. Je pense que la bande-annonce du film telle qu'elle a été vendue, elle était vendue sur le fait que le film serait un peu porteur d'un message d'espoir, de découverte du monde, tu peux devenir n'importe qui d'une certaine manière et faire ce que tu veux ou peux. Peu importe, j'ai l'impression que la bande-annonce portait un message d'espoir, mais j'ai l'impression que dans le fond, le film est d'un cynisme, mais d'un cynisme glaçant. Quoi. Vraiment, le genre de cynisme, ou plutôt de nihilisme, qui te met mal. Là où donc, la bande-annonce te porte un message d'espoir, le film, lui, c'est vraiment un petit peu en mode non, mais n'est pas d'espoir, hein, c'est la merde, mon gars, on va tous plonger. Hein. Enfin, oui. Bon... J'exagère. Non, si la fin, elle est quand même porteuse d'espoir, entre guillemets. Ouh. Tout va mieux à la fin. Alors, je suis pas d'accord pour le porteuse d'espoir parce que c'est vraiment pas le genre d'espoir qui est évoqué dans le film même. Bon, bref, sans spoiler. Pour moi, vraiment, la fin est pas porteuse d'espoir dans la mesure où, à un moment, elle s'intéresse à quelque chose d'un peu plus... Ok, bon, je vais dire les trucs. Il y a un moment du film où le personnage se rend compte de la pauvreté, des choses... des difficultés matérielles
dans les conditions de vie de beaucoup de gens. Et elle a une espèce d'élan, le personnage Bella Baxter, d'élan altruiste de je veux aider les gens pour que les gens aillent mieux. Mais la fin du film, c'est je vais moi mieux, donc c'est bon, je suppose. Et bon, moi j'appelle ça quand même une perte quand tu passes de je veux aider le monde à en fait je veux juste m'aider. C'est pas vraiment un message d'espoir, c'est. Ouais, mais c'est une question d'interprétation parce que je l'interprète pas pareil. J'ai l'impression que c'est important de prendre le film comme un tout et que si d'abord il semble soutenir un message très altruiste pour ensuite redevenir un message plus humble et personnel de t'as réussi, toi c'est cool. J'ai l'impression que le film est plutôt individualiste et c'est pas forcément qu'un message d'espoir de dire débrouille-toi si toi tu peux. Mais bref, bon voilà, et c'est sur le côté cynique du film. Et bon, il y a d'autres symptômes du cynisme du film, et je vais pas passer mon temps à les énumérer, mais en tout cas, j'ai pas aimé le film pour ce cynisme ou ce nihilisme un peu vicieux ou sournois qui est supporté dans le fond. Parce que j'ai vraiment l'impression que le film m'avait vendu sur découvre le monde et fais toutes les expériences que tu peux et regarde de quoi le monde est fait, aussi bien du bon comme du mauvais, et il finit sur regarde-toi toi-même. Bon, voilà, c'est ma raison principale et essentielle de pourquoi j'ai pas aimé le film. Ça a plus une raison que je pense que tu vas évoquer sur le caractère graphique et peut-être un peu trop expressif du film, mais je te laisse en parler. Bah oui, en parlant de bande-annonce qui ne raconte pas du tout le film que tu vas aller voir au cinéma, donc déjà par l'histoire en elle-même, je trouve que c'est pas du tout représentatif de ce qu'on a eu. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Et ensuite, un film qui est tout public, qui se vante comme étant tout public, il y a des scènes de sexe très nombreuses et très explicites, et ça me dérange pas dans les scènes en elles-mêmes, parce que je trouve qu'elles servent l'intrigue en elles-mêmes, parce que c'est la découverte du corps de l'autre, d'elle-même, de Bella. Donc d'abord de son corps. Elles sont intéressantes, ces scènes. Mais par contre, pour un film qui est tout public, je suis pas d'accord, c'est pas du tout adapté. Et en fait, les cinémas, au tout départ, première semaine, etc., évidemment, quand tu travailles au cinéma, tu sais pas forcément tu sais ce que tu vas projeter, mais tu sais pas le contenu. Et ils ont rajouté après des avertissements. Mais le film est tout public. Pour moi, c'est pas un film tout public, j'aurais mis moins de 10 parce que c'est trop explicite, quoi. C'est pas violent, mais quoique, enfin bref, je vais passer là-dessus. Ça m'a dérangé parce que rien dans la bande-annonce ne laisse pas figurer ça. Exactement. Et ça, je trouve ça aussi dommage parce que ça fait quand même une grosse partie du film. Enfin bref, donc c'est une comédie noire, surréaliste, je l'ai qualifiée comme ça. C'est une revisite du mythe de la créature de Frankenstein. Et je ne l'ai pas trouvé transcendant non plus. En fait, des films, ça dure 2h21, je crois. Je crois il ne dure pas 2h40 ? Non, je ne sais plus. Attends. Non, c'est bon, 2h20. Non, 2h20, ok. C'est des films qui sont 2h20, c'est très long. Et quand tu as des plans, enfin une direction artistique telle qu'on la voit dans le film, un film de 2h20 avec cette image-là, c'est très long. Et c'est très dur de suivre jusqu'au bout. Les décors sont somptueux, il y a des effets magnifiques, les costumes sont vraiment incroyables. C'est pas mal la façon de filmer, même il y a beaucoup de plans de caméra un peu originaux, etc. Enfin, pas originaux forcément, mais de codes qu'on n'utilise pas forcément dans ce contexte-là. Je parle du code du muet, par exemple. Mais au bout d'un moment, on se perd, quoi, et puis on n'en peut plus, justement, parce que c'est tellement trop et tellement... On en a plein les yeux. Enfin, à la fois, c'est un bon point et à la fois, c'est un point négatif parce qu'on en a plein les yeux, c'est super intéressant parce qu'on peut regarder n'importe où sur l'image, il y a toujours un truc à regarder, mais justement, il y a toujours un truc à regarder, ce qui fait que finalement, l'histoire, elle passe à côté, en fait. Et justement, l'histoire, elle n'est pas si terrible que ça. On suit les pas donc, de Bella Baxter qui se retrouve, qui a une soif de découverte, qui se retrouve partie à l'aventure dans un monde qu'elle connaît pas, qui est extravagant. Elle se sent bien, elle se sent mal, on sait pas trop. Elle a sa place nulle part, mais elle est partout chez elle. Enfin, c'est un peu bizarre. Et voilà. Après, Emma Stone, grandiose. On peut pas le nier. Oui, en l'occurrence, elle porte son rôle, quoi. Je suis d'accord. En fait, ce qui est vraiment bien dans son jeu, c'est que quand t'as un jeu comme ça, c'était toujours à la limite du ridicule et elle tombe jamais dans le ridicule. Donc c'est vraiment un bon travail pour le coup. Ça, on peut pas le ridicule, je suis pas certain. Non. Mais on laissera nos auditeurs en juger. S'ils regardent le film. Voilà. En bref, c'est un film déroutant,
et pas forcément dans le bon sens pour moi. Voilà. Après, je tiens à rajouter un petit truc que j'ai pas dit personnellement. J'ai beaucoup aimé les plans de ce film, je le trouvais intéressant. Et d'ailleurs, comme c'est un peu en digne héritier de Frankenstein, le début du film est en noir et blanc, notamment le moment où la créature est, on va dire, sous l'aile de son maître. Et quand la créature devient un peu plus libre, là, le film, la couleur aussi se libère. On repasse en couleur quand elle est libérée elle-même. Et les plans un peu étranges et tout ça, je trouve ça, par contre, en l'occurrence, la bande-annonce n'a pas menti. Et les plans valent peut-être pas le détour, mais c'était quand même sympa à regarder. C'était un côté en fait, si tu as envie de regarder des plans comme ça, tu regardes la bande-annonce, en fait. En l'occurrence, ouais, mais après, c'est plus intéressant de les voir dans le contexte. Mais le souci, c'est que justement, l'histoire que ces plans servent, à mon avis, ne vaut vraiment pas le coup ne vaut pas le coup de production. En fait, ils sont pas tous justifiés et justifiables par rapport à l'histoire. Après, je pense que en ce qui concerne vraiment les plans, c'était un peu, je pense, un délire du réel qui voulait vraiment faire son film avec ce genre de plans, tout ça. Et j'avoue, j'aime bien ce genre de délire. Et je pense, si c'est pas cette histoire si cette histoire-là ne nous avait pas été servie, mais une autre, j'aurais vraiment pu prendre plaisir à voir ce genre de plan. Mais avec l'histoire là qui a été servie dans telles conditions, c'était pas super plaisant. Et je tiens juste aussi à dire que la bande-son du film fait son travail. Dans le sens où c'est vrai. Les moments où on doit être angoissé, on est angoissé. Les moments où on doit être rassuré, on doit être rassuré. Les moments de joie, il y en a très peu. Donc en fait, ils sont pas si bien que ça porté. Mais les moments d'angoisse, de peur, de frisson, de suspense, eux, par contre, sont parfaitement montés. Aussi, les moments de déception sont parfaitement la musique, il faut souligner, elle est vraiment, vraiment très, très bien. Je l'écouterai pas en dehors du film, mais elle souligne pour le coup tout ce qui se passe. Je pense aussi qu'elle s'insère parfaitement dans le contexte. J'irai pas l'écouter à côté. Mais voilà, en termes de points positifs. Mais à côté, je pense que l'histoire qui est servie, au-delà de son nihilisme, dans le fond, n'est pas si folle que ça. C'est vraiment un peu une histoire de je vais découvrir le monde, mais on a déjà vu ça beaucoup de fois. Bon, moi, je pense à Barry Lyndon parce que c'est l'un des premiers films que j'ai vu. Mais dans le fond, des films avec des découvertes. En fait, Migration, en termes de... Je pense... J'ai pas vu Migration. Je crois qu'on va être les seuls à comparer Pauvre créature avec Migration. C'est parfait. C'est pas grave, mais j'en suis sûr. Je pense qu'il doit être bien plus intéressant, durer moins longtemps et avoir à peu près ces mêmes histoires de... Ouais, non, c'est vrai. J'ai peur de découvrir le monde, j'ai peur, je ne connais pas, mais j'y vais quand même et je découvre et ça me plaît. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, bravo Dimitri. Parfait, j'adore faire des comparaisons pertinentes. Mais je pense que Migration vaut plus le détour. C'est possible. Et qu'on peut se passer de cette histoire-là précise de je vais découvrir le monde, tout ça. Malgré les beaux plans, tout ça. L'histoire ne vaut pas ces 2h20. Après, tout est réfléchi quand même, mais c'est vrai que c'est long pour ce que c'est, quoi. Et disons que 20 minutes de scène de sexe pour 2h20, ça fait beaucoup quand même, environ. J'ai pas compté. Bon, j'ai pas compté, c'est une statistique sortie par T'inquiète, j'ai compté, mais oui, voilà, par un chapeau. D'ailleurs, je vais conclure par la phrase du film « Quel jour affreux pour Bella Baxter !» C'est la phrase parfaite. Dimitri, est-ce que oui ou non, pauvre créature? J'ai quand même... Je trouve quand même c'est un peu exagéré de dire non, parce que j'aime bien d'un côté le côté... la manière dont le film est réalisé, mais non quand même, parce que, comme je l'ai dit, l'histoire pour moi ne vaut pas le détour. Et pour toi, Amélie, oui ou non, pauvre créature? On m'a pas donné ce qu'on m'a vendu, donc non. Ah. Non, mais je trouve ça... Non, moi, je plaisante. J'ai pris l'habitude de ne plus regarder les bandes annonces, justement parce qu'il y a ce genre de choses qui arrivent, et je trouve ça très dommage. Parce que je vais voir un film avec une idée en tête de ce que je veux voir et ce que je vais voir, et c'est pas du tout ça, et j'en sors forcément déçue. Ouais, bon, l'expérience de la construction d'attente en soi, justement, j'essaie d'avoir du recul là-dessus, mais c'est sûr que quand tu vois une bande-annonce, tu t'attends forcément à quelque chose. Moi, voilà. Je sais que je recule jamais dans les files d'attente, sinon il y a quelqu'un qui passe devant moi. Exactement, sur ces beaux mots, on va se quitter. On se retrouvera au mois de février pour notre émission de février, l'émission mensuelle. Dites-nous en commentaire si vous avez des films que vous avez envie qu'on parle, dont vous avez envie qu'on parle. Je ne parle plus français, c'est l'heure de se quitter. D'ici là, portez-vous bien. Et bonne soirée. Regardez des films. Bisous à tous. Bisous. Salut.